En 2006, Philippe Boucher co-organise l'une des plus importantes campagnes d'inventaire de ces dernières années. 160 scientifiques de 25 pays passent plusieurs mois sur l'île de Santo, en Mélanésie, pour y réaliser un grand inventaire balayant tous les écosystèmes et la plupart des familles du vivant. Des mollusques jusqu'aux mammifères, en passant par les plantes et les insectes. Le but, en rassemblant autant de chercheurs travaillant sur autant de groupes différents, c'est de prendre une sorte d'instantané, aussi exhaustif que possible, de la biodiversité en un point précis du globe. Oh no. You know what that is? Tu reconnais ça? No. Non? Oh, a land snail. Ah, bah, c'est juste un escargot. Le public imagine souvent que c'est formidable, on va sur le terrain, on va à Santo, il y a plein d'espèces nouvelles et qu'on découvre les espèces nouvelles sur le terrain. Et qu'il y a Eureka. En fait, très généralement, c'est pas du tout comme ça. Très généralement, le scientifique sur le terrain, au mieux, il va avoir une présomption de découverte. Il va dire, tiens, il y a ce truc-là, ça me dit rien. Donc sur le terrain, au mieux, il y a cette présomption de découverte, et au pire, on engrange des observations, des données, et puis on documente ce qu'on observe et ce qu'on collecte. Voilà. Voilà, Ben celui-là, oh, il est vraiment... il est énorme. Ben, on sait qu'en Antarctique, dans les eaux froides, il y en a des très grands. Et ça, c'est pas c'est pas les appendices qui caractérisent le mâle, ça? Dont ils ont les œufs, je sais pas, il me semblait que les... Et alors cette bête, elle est très particulière, donc c'est partie des arthropodes, comme les crustacés, les insectes et tout ça. Mais celui-là est très bizarre parce qu'il n'y a pas de corps. Et il est surnommé aussi pentapode, parce qu'il n'y a que des pattes. Tout est dans les pattes. Ses organes sont dans les pattes. Et le corps, c'est juste la jonction des membres des pattes, quoi. Bon, donc ça existe un peu partout, mais généralement ceux qu'il y a dans les milieux tempérés, ils sont tout petits comme ça. Moi, je dois dire, je crois que c'est le plus grand que j'ai jamais vu. Hein. Oh bah alors, une belle tu vas envergure, pouvoir hein. prendre ta retraite l'année prochaine. Exactement. Il y a une génération, c'était facile. Il y avait 1,5 million d'espèces décrites. Il y en avait encore autant à décrire. Bon, en gros, en poursuivant l'effort avec la même intensité, je veux dire, on allait y arriver. Ce qui s'est produit je dirais, au cours des 30 dernières années, ça a été, la prise de conscience que la biodiversité est 10 fois plus vaste que ce qu'on croyait jusqu'ici, et deuxièmement, que le tiers, le quart ou la moitié de celle-ci va s'éteindre pendant notre siècle. Donc en gros, si on décrit 13-15 000 nouvelles espèces par an, et puis il en reste 5 millions ou 10 millions à décrire, ça veut dire qu'on aura terminé le boulot dans 500 ou dans 1000 ans, et puis la biodiversité sera éteinte avant. Autrement dit, il y a des milliers d'espèces qui vont disparaître avant même d'être découvertes. Elles n'auront pas le temps d'être inscrites sur la liste rouge des espèces menacées. Contrairement aux pandas, à la baleine à bosse ou au grand requin blanc, que je rencontre justement à l'embranchement suivant. Je suis un gnatostome, comme le grand requin blanc, parce que je possède de l'hémoglobine, ainsi qu'une mâchoire grâce à laquelle je peux capturer des proies avec la bouche. Bon, alors c'est vrai, attraper des proies vivantes dans la société d'aujourd'hui, ça se fait moins qu'avant. Mais il reste tout de même les huîtres. Je suis un vertébré parce que j'ai des vertèbres. Et puis un craniate parce que je possède une sorte de boîte pour protéger mon précieux cerveau. Avec les cousins qu'on va rencontrer maintenant, la photo de famille devient franchement cauchemardesque.
Je suis un craniate comme la myxine, une sorte de ver marin qui a des tentacules plein la bouche. Ensuite, en remontant, un myomérozoaire comme l'Amphoxus, un machin quasi incolore, long de 5 cm, sans tête ni nageoire. Et puis, plus loin encore, un cordé, comme l'Acidie, un sac mou qui vit accroché au fond de l'eau. Là, on pourrait croire qu'on ne peut pas tomber plus bas, et pourtant, si. Je suis un deutérostomien, comme le stolon noir ou le balanogloss. C'est-à-dire que mon système nerveux est dorsal, et non pas ventral, comme chez le homard. Si on se fie à la position du système nerveux, je suis un homard à l'envers. C'est un peu gênant de vous avouer ça, mais d'un point de vue topologique, je suis un donut. Un orifice en haut, un orifice en bas et un conduit qui relie les deux. Je suis un deutérostomien, à cause aussi de la façon dont se forme ce conduit pendant l'embryogenèse. Certains commencent par la bouche, mais moi, personnellement, je commence par l'anus, comme on voit ici. Et ma bouche se forme ensuite, d'où le nom du groupe. Deutérostomien en grec, ça veut dire bouche en second. Bon, passons rapidement sur ces détails embarrassants, d'autant plus que l'embranchement suivant est particulièrement chargé. Les 58 000 deutérostomiens se retrouvent totalement submergés par un afflux massif de nouveaux cousins. Plus d'1 million. La branche qui mène vers moi, Homo sapiens, n'est qu'un petit rameau perdu au milieu d'un groupe énorme, les bilatériens. Je suis un bilatérien, comme la mouche du vinaigre, mais aussi comme le crabe ou comme l'escargot de Bourgogne, car je suis traversé par un plan de symétrie qui partage mon corps en 2 moitiés semblables. Du fait de cette symétrie, j'ai aussi une direction privilégiée avec un avant et un arrière. Toutes choses dont les éponges ou les méduses, par exemple, sont dépourvues. Comme nous, les insectes sont bilatéraux. Cela signifie qu'ils ont un axe corporel bilatéral et symétrique. Nous voyons ici une petite partie d'une énorme diversité. Les insectes représentent le groupe le plus riche en espèces au monde. Nous avons ici, si je peux m'aventurer à faire une estimation, environ 500 espèces. En tout, il en existe plus d'1 million. Pour vous donner une idée, 3 espèces animales sur 4 sont des insectes, c'est-à-dire 75% du règne animal. La petitesse de leur corps profite aux insectes car elle leur permet de partager plus facilement les ressources. Cela signifie que dans un habitat donné, beaucoup d'espèces peuvent cohabiter, ce qui n'est pas le cas chez les animaux plus gros. Je me demande parfois si les insectes ne sont pas en réalité plus évolués que les humains. Lorsque l'on réfléchit au nombre d'espèces d'insectes qui peuplent notre planète, pas forcément pacifiquement, ils coexistent. Ils arrivent à maintenir une grande diversité et ils ne modifient pas fondamentalement leur environnement. Alors que les humains sont la seule espèce qui détruit autant et qui ne réussit pas à exister avec les autres êtres vivants. De ce point de vue, il est certain que les insectes sont beaucoup plus évolués que les humains. Parmi mes cousins bilatériens, il y a tous les arthropodes, les crabes, les insectes, etc., tous les mollusques, et aussi beaucoup de familles, aujourd'hui disparues, dont les seuls représentants sont des fossiles.